Les attentats de Nice, les attaques au couteau, la guerre en Syrie et en Irak et sa cohorte d'atrocités, la question migratoire. Il faut bien le dire, l'actualité a été très lourde cet été. Alors je ne sais pas pour vous, mais de nombreuses personnes ressentent une certaine forme d'abattement et de sentiment d'impuissance. Alors comment résister à ce sentiment de menace et de peur qui envahit, qui tétanise ? Pour ce premier dossier de la rentrée, c'est vous, Evelyne Auberson, qui nous proposez d'entendre des voix qui, comme vous et moi, cherchent des réponses. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Vous êtes allée à la rencontre de personnes qui, chacune à leur manière, cherchent à analyser la situation pour réagir, pour tenter de trouver des alternatives au climat anxiogène dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors évidemment, pas de solution radicale ou miraculeuse à vous proposer, mais les personnes que vous allez entendre, qui sont d'ailleurs comme vous et moi impactées par la violence dont parle l'actualité, eh bien elles cherchent des pistes concrètes et à leur portée. Alors on va entendre 3 voix que vous avez collectées en Suisse romande. Qui est votre première invitée ? Alors il s'agit de Marie Sénèque, elle est pasteur de l'église protestante de Genève. Je suis allée la voir chez elle. Son appartement est pour elle un lieu de ressourcement où elle trouve là le silence qui est si important pour elle. Je lui ai demandé de réagir au bulletin d'information que nous avons écouté ensemble. RTS Info, Didier Duployer. Le président Erdogan confirme le lancement d'une offensive turque en Syrie, une offensive contre le groupe État islamique et aussi contre les milices kurdes du nord de la Syrie. Des chercheurs israéliens affirment pouvoir bloquer la prolifération du mélanome. Avec des collègues allemands, ils ont découvert le mécanisme qui permet à ce cancer de la peau de se propager vers d'autres organes et la compréhension de ce mécanisme a permis de développer des substances qui empêchent donc la diffusion de cette maladie. Une découverte. Marie Sénèque, à l'écoute de ce bulletin d'information, comment vous réagissez ? Quel impact ces nouvelles ont sur vous ? Dès qu'on écoute la radio ou la télé ou dès qu'on est branché sur les nouvelles du monde, il y a une forme d'abattement qui peut nous surprendre. Là, en écoutant les nouvelles d'aujourd'hui, je souriais parce que j'étais heureuse d'entendre qu'on avait peut-être trouvé une solution à la propagation du mélanome. Et je me disais, voilà, en fait, finalement, c'est comme si le monde était pris d'un cancer, ce mal inexplicable. On n'arrivera jamais à expliquer le mystère du mal. Et peut-être la seule responsabilité que nous avons les uns et les autres, c'est d'arriver à ce qu'il n'y ait pas trop de métastases. Comment couper cette propagation du mal ? Alors vous qui êtes journaliste, c'est difficile parce qu'évidemment il faut informer, nous devons être au courant de ce qui se passe, nous devons être conscients de ce qui fait que ce monde nous accueille, de tous ces mouvements qui le traversent. Et en même temps, si nous passons notre temps à écouter tout ce qui se passe, nous pouvons finalement être paralysés par l'impuissance, par la peur, et puis par cette conscience personnelle que nous sommes des êtres fragiles. Et donc à la merci, nous l'avons entendu, d'une catastrophe naturelle, d'un régime politique qui déraille, d'une personne qui déraille. On entend assez de choses comme cela ces derniers temps. Mais d'un autre côté, j'allais dire, nous vivons constamment dans la menace. Donc je pense que finalement ça pourrait être une chance d'utiliser cette situation actuelle qui est quand même très difficile, on en souffre énormément, mais pour dire finalement travaillons ensemble, alors personnellement et collectivement, sur cette menace, sur cette conscience du danger, à intégrer cette partie de notre vie et à cesser de l'ignorer. Et je crois qu'une spiritualité qui est crédible aujourd'hui, c'est une spiritualité qui à la fois permet, j'allais dire, d'accéder à la liberté, à la légèreté et à la joie, et en même temps d'assumer cette lourdeur et cette fatigue d'être. Alors concrètement, Marie Sénèque, on comprend bien votre envie d'être dans le monde, d'en accueillir à la fois la violence et la beauté. Concrètement, vous faites comment ? Parce que, évidemment, on rêve tous d'être et de faire ce que vous dites, mais c'est d'arriver à cet état intérieur qui est justement difficile. Vous y prenez comment ? La première chose, c'est ne pas se défiler, faire avec. Cela veut dire accueillir ses émotions, ses états d'âme, ses agacements, ses colères, sa révolte. Ensuite, essayer de comprendre. Par exemple, un tremblement de terre, moi, quelque part, ça me fait du bien de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre. Pourquoi, aujourd'hui, il y a autant de terrorisme. Moi, je trouve que penser apaise.
Et puis, une fois qu'on a fait ce travail, on a été jusqu'au bout de là où on pouvait aller, lâcher prise. J'ai essayé de comprendre le réel, mais à un moment donné, ça me dépasse. Et je dois passer à un autre niveau, je dirais le niveau spirituel, de l'acceptation. J'ai l'impression que la paix, en tout cas, moi qui suis pasteur, je suis beaucoup dans le Nouveau Testament, et la paix qui est donnée, cette paix qui surpasse toute intelligence, est un don. Donc c'est pas quelque chose que je vais construire, c'est quelque chose que j'accueille. Et donc pour accueillir, j'essaye de me désencombrer le plus possible. Alors moi j'ai la conviction qu'on a tous en soi un lieu de paix dans lequel on peut aller se réfugier à n'importe quel moment. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, mais quand on le vit, on peut être vraiment dans un bus bondé, au milieu des embouteillages, dans une situation difficile. Et quand on quitte, c'est-à-dire cette conscience un peu superficielle des choses et qu'on revient dans son intériorité, alors on est en contact avec cette paix profonde. Aujourd'hui, Marie Sénèque, qu'est-ce qui vous fait penser que malgré les nouvelles, malgré les catastrophes de ce monde, il y a encore des lieux, des choses qui nous permettent de nous réjouir? Alors depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles et collectives qui sont source d'espérance. On a beaucoup parlé de Demain. Le film, Demain, le documentaire. Voilà. Mais je sens que c'est quelque chose qui est en train de pétiller, d'émerger, qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a un intérêt croissant pour la spiritualité. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est dans les rencontres que je reprends foi en la vie. Et cet été, j'ai eu la chance d'être justement à Consolation pour une semaine qui s'appelait Faire la paix avec la terre, semaine interreligieuse, avec un groupe magnifique, des personnes très différentes, mais avec ce même désir de prendre soin de la terre, de l'environnement, évidemment de l'autre. Et à la fin de ce stage, je leur ai dit à tous merci, vous m'avez redonné le goût des autres. Je disais que nous avons peu de prise sur les choses, mais si chacune et chacun fait déjà ce à quoi il est appelé, et essaye d'entrer dans un cercle, une dynamique vertueuse, cela me donne beaucoup d'espoir. Alors quand j'écoutais les informations tout à l'heure, j'avais envie d'entendre aussi la bonne nouvelle. Je pense aussi que notre esprit est ce dont il se nourrit. Donc si on se nourrit toujours de choses noires, de nouvelles terribles, si on est sans cesse dans le ressassement qu'on nourrit notre anxiété et notre peur, ça c'est pas source d'espérance. Et je pense que nous pouvons justement nous nourrir de lumière et j'allais dire de bonnes nouvelles. Soyons aussi des porteurs de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on a envie de partager avec l'autre? Est-ce qu'on a juste envie de se délester de la mauvaise nouvelle qu'on porte, du fardeau que nous portons, ou est-ce qu'on a envie de partager avec l'autre une bonne nouvelle et de se réjouir avec? Vous écoutez Haute Fréquence qui s'intéresse ce soir aux attitudes face à l'actualité souvent catastrophique. Nous venons d'entendre Marie Sénèque qui est pasteur en ville de Genève et qui nous invite à relayer les bonnes nouvelles. Alors Evelyne, c'est une certaine forme de pensée positive. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une certaine touche un peu théorique, voire même un peu volontariste dans ces propos? Alors évidemment, ça pourrait imprimer des pensées positives dans le cerveau. Ça résout pas tout, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Mais c'est pour cette raison que Marie Sénèque, elle l'a dit à plusieurs reprises, en appelle à une dimension plus collective. Et justement, en parlant de collectivité, les réseaux sociaux sont un vecteur relativement influent et pas seulement, malheureusement, pour la pensée positive. Écoutez ce petit florilège trouvé sur les réseaux sociaux qui traduit toutes les palettes de réactions. Le cœur des musulmans saigne, ne tombez pas dans l'amalgame. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes, citoyens. Le terrorisme n'a pas de religion. Vous vous trompez d'ennemis. Paix et amour. Voilà ce qu'il faut prôner. Dire « je suis catholique, mais pas « je suis musulman », c'est tomber dans le piège de ceux qui ont inventé une guerre de civilisation. On y est. Tristesse, colère, angoisse, remise en question, peur, inquiétude et encore tellement de choses. La haine justifiée monte dans le cœur des Français. Retrait immédiat de toutes les forces de l'ordre qui protègent les mosquées en France. On ne protège pas des assassins. Notre ennemi, c'est l'ignorance. Nous ne trouvons plus les mots.
la force des mots. Nous sommes comme tétanisés, pétrifiés. Ne perdons pas notre voix, gardons notre âme et n'oublions surtout pas tous les attentats du monde et toutes les victimes. Soyons unis pour rester forts. Sentiment d'impuissance, peur, vengeance, indignation, on peut le lire sur les réseaux sociaux, puis on l'entend bien ici dans ces extraits, Evelyne. Il y a une très vaste palette de réactions face à l'actualité, et comme on le dit dans le langage courant, il y a à boire et à manger, avec une certaine violence parfois. Et c'est sans aucun doute pour certains une forme d'exutoire et malheureusement c'est parfois le seul dont ils disposent. En tout cas, ce n'est pas le cas de votre prochaine invitée puisque son exutoire à elle, c'est l'art. C'est vrai pour Simone Mayor qui est sculpteur, l'art est une forme d'exutoire. Mais en fait, c'est même plus que ça, c'est aussi une manière pour elle de réveiller les consciences des autres, des spectateurs de ses sculptures. Elle a une sensibilité particulière pour les exclus de la société. Elle a beaucoup travaillé sur les migrants, les Roms, mais aussi, elle a toute une collection sur les porteurs de paix et les anges. Rencontre donc avec Simone Mayor chez elle, dans le grenier où elle a stocké certaines de ses œuvres. Ça donne une ambiance assez particulière. Ah ouais, exactement. Donc on a face à nous toutes sortes de sculptures de personnages dans toutes sortes de positions. Simone Mayor, qu'est-ce que révèlent toutes ces personnes, toutes ces sculptures que vous faites ? Ce que je fais en fait, c'est quand je suis angoissée par rapport à ce qui se passe dans le monde, j'essaye de transcrire ça dans ma sculpture. Je dirais plutôt que je suis une indignée, mais j'essaye d'être positive. Alors j'essaye de mettre ce que j'ai reçu dans mes mains, de le mettre dans l'argile ou dans le bronze pour que les gens puissent le recevoir. J'essaye de transcender ça et puis de dire comment je ressens ce qu'il y a. Les boat people, j'ai travaillé beaucoup sur les boat people. J'ai travaillé sur les Roms, j'ai travaillé sur les vieux aussi, sur toutes ces catégories de gens qui sont un peu hors normes et puis pour qui la société n'est pas toujours très bienveillante, disons. Simone Mayor, au travers des sculptures que l'on découvre, par exemple, celle-ci, c'est une femme qu'on imagine pauvre, dénudée, assise en tailleur avec un enfant sur ses genoux. Quel message vous souhaitez que le spectateur de vos sculptures reçoive ? Qu'il soit lui aussi touché et que ça ne reste pas l'être morte en fait, mais que peut-être au travers de cette femme avec ce bébé très très maigre puisse dire mais qu'est-ce que je peux faire moi ? Où c'est que je peux aller ? Alors moi j'essaye par l'art et d'autres vont essayer en allant au bord de la mer en Grèce. Moi je connais plein de jeunes qui sont allés là-bas et qui font un travail magnifique. D'autres vont faire d'autres choses. Chacun va trouver un peu son chemin, mais j'essaye de toucher les gens. Simone Mayor, est-ce que vous pensez qu'il y a un danger à ce que la violence devienne une forme de normalité et qu'on y soit plus sensible ? Je ne crois pas. En fait, ce qu'on peut appeler l'amour, ou la transcendance, ou la bonté, va toujours survivre, quoi qu'il se passe. Je pense que le pouvoir n'aide pas dans ces histoires autour de l'amour, parce que la volonté de pouvoir, elle engendre la violence. C'est ce qui me fait peur dans ce monde, c'est qu'on est beaucoup autour du pouvoir, plutôt que de s'ouvrir aux autres, en fait, d'être réceptif à ce que les autres sont. Chacun a quelque chose de bon. Moi, j'ai travaillé des années avec des enfants dans des ateliers d'expression autour de l'argile, et on pouvait faire un travail magnifique. J'ai travaillé avec des enfants du Bercail de Lausanne, qui étaient des enfants qui avaient des problèmes de type psychiatrique, des enfants violents. Et par exemple, la terre, elle leur fait beaucoup de bien, elle les calme, elle leur donne une assise, et petit à petit, elle va pas complètement disparaître, la violence, mais elle se canalise. Donc, il y a des choses à faire. Mais on est un parti co-responsable de cette violence. Vous traduisez au travers de vos œuvres certaines tragédies de ce monde. Est-ce qu'il y a aussi dans votre art une façon peut-être de donner à espérer ? Ah, j'ose espérer, parce que
tous ceux que j'aimerais mettre en scène, en fait, j'ai envie qu'ils soient dignes et retrouver de la dignité s'ils l'ont perdue. Mais en fait, je pense que les personnages que je crée, ils sont pas malheureux forcément. Alors, ils sont tristes, ils sont peut-être blessés, mais ils ont leur dignité humaine. La presse est beaucoup axée sur soit des histoires people, soit les malheurs du monde, en fait. Et je pense qu'on devrait plus parler des belles choses qui se passent, parce que le monde est tellement beau aussi. Comment résister aux mauvaises nouvelles de l'actualité ? Ce soir, Haute Fréquence interroge notre manière de réagir à l'actualité particulièrement lourde cet été. Et Simone Mayor, sculpteur, apporte une touche positive. Elle nous disait à l'instant qu'il faut pas perdre de vue tout ce qui est beau, Evelyne. Oui, une question de regard en fait. Mais pour notre prochain intervenant, Michel-Maxime Heger, cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Pour lui, il ne s'agit plus de serrer les dents en attendant que ça passe. Il y a concrètement dans notre société une période de transition que nous sommes en train de vivre. Michel-Maxime Heger est sociologue, éco-théologien et responsable depuis peu du laboratoire de transition intérieure pour l'œuvre d'entraide Pain pour le prochain. De ce laboratoire, nous en reparlerons tout à l'heure, mais pour l'heure, je vous propose d'écouter son analyse de la société dans laquelle nous vivons. On le rejoint à l'Arboretum d'Aubonne. C'est là qu'il aime se rendre pour prendre du recul et méditer au bord de la rivière de l'Aubonne. Aujourd'hui, pas mal de gens peuvent être tentés par une forme de déni ou de se protéger, parce que c'est vrai qu'elles ont quelque chose de très dur et tout le monde n'a pas forcément les ressources pour pouvoir les affronter, les assumer. Alors c'est vrai que la question syrienne, la question des migrants, toutes les souffrances de la terre avec l'épuisement des ressources naturelles, pour moi ce sont les symptômes d'un effondrement en cours et qui place l'humanité dans une situation d'incertitude radicale où on a vraiment à choisir où on veut être, c'est-à-dire à faire le choix entre trois histoires. Ce qu'on appelle le business as usual, la continuation des affaires telles qu'elles vont, qui est un petit peu le discours politique qui reste dominant, avec cette espèce d'utopie, d'illusion qu'on pourra résoudre les problèmes par la technique. Ça voudrait dire ceux qui pensent que c'est juste une mauvaise passe, voilà. ce qu'on vit actuellement, que cette concentration de violence, de guerre, n'est juste qu'un mauvais moment à passer. Voilà, c'est au fond un sens de la crise traditionnelle du terme, comme une épreuve à traverser. Et puis que l'être humain, par son génie, comme il l'a montré tout au long de son histoire, sera capable en fait de résoudre et de trouver des solutions, en particulier par la technologie. Et pour vous, c'est pas ça ? Non, pas du tout. Alors ça, pour moi, ça revient précisément au déni de réalité. Et en revanche, il y a une deuxième histoire. Et cette histoire-là, je pense que c'est une histoire dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent précisément par rapport à l'état du monde et par rapport au reflet que les médias en donnent. Alors là, on est pour le coup pas dans le déni de réalité, mais dans la lucidité. Et c'est le fait que, effectivement, les gens sont envahis de sentiments d'impuissance, de découragement, de tristesse, peut-être de colère, de culpabilité parfois. Et ça, c'est, je pense, une histoire qui conduit à une forme de paralysie et d'inertie. C'est le sentiment que partagent beaucoup de personnes en ce moment. Absolument. Et puis la troisième histoire, et c'est celle dans laquelle personnellement j'ai envie de m'inscrire et je m'inscris, c'est là qu'est mon désir plus profond, c'est ce que Joanna Macy, une grande éco-psychologue américaine, appelle le changement de cap ou le grand tournant, c'est-à-dire au fond l'engagement au plan individuel, au plan collectif, pour la transition d'un monde qui, au fond, pour le dire tout simplement, détruit la vie, vers un monde qui va soutenir et célébrer la vie, parce que justement, fondé sur des relations rééquilibrées, plus harmonieuses entre les êtres humains et entre les êtres humains et tous les êtres autres qu'humains, c'est-à-dire la terre et la nature. Qu'on comprenne bien, Michel-Maxime Heger, cette transition, cette espèce d'appel
un monde nouveau, utilisons les grands mots. Vous l'imaginez comment? Ça veut dire quoi? Alors ce monde, il est déjà émergent. Il y a un film qui est un véritable phénomène de société, mais qui est aussi le révélateur de ce qui est en train de se passer, qui est le film Demain. Et ce film Demain que beaucoup de gens ont vu, qui montre justement toute une série d'alternatives dans toutes sortes de domaines, les énergies, l'éducation, les monnaies complémentaires, des nouvelles formes de participation politique, l'agroécologie, l'agriculture urbaine, etc. Vous avez aujourd'hui des quantités d'initiatives portées par des communautés, des individus, des groupes, de la société civile, mais à partir non pas du haut, c'est-à-dire ni de l'État ni du politique, mais à partir vraiment du territoire, à partir du local, et qui inventent des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de produire, des nouvelles manières de consommer. Des personnes peu cyniques ou blasées ou dépitées peut-être vous diront que ces alternatives sont juste des utopies. Alors moi je leur répondrais que l'utopie, aujourd'hui, si on prend l'utopie au sens négatif qu'est le leur, pour moi l'utopie a un sens positif, mais si je le prends dans le sens négatif qu'est le leur, eh bien je leur dirais que l'utopie, c'est-à-dire au sens de ce qui n'est pas réaliste, de ce qui n'est pas réalisable, eh bien c'est de croire que le scénario 1 est vivable, c'est-à-dire de croire qu'on peut continuer comme on est. Alors que ma conviction, c'est qu'au contraire, la troisième histoire, qui est celle de la transition, est en réalité la seule possible et réaliste pour nous et pour les générations futures. Quel est le lien, Michel-Maxime Heger, entre la spiritualité et cette envie de changer le monde quelque part? Alors, dans le processus de la transition, vous avez en réalité deux aspects. Il y a un aspect extérieur, qui est toutes les alternatives très concrètes telles qu'elles s'incarnent dans la matière, dans l'agriculture, dans l'éducation. Et vous avez une dimension plus intérieure, qui a à voir avec précisément, alors pour moi directement la spiritualité, c'est-à-dire en fait toute la transformation personnelle, intérieure, qui a à voir avec mon rapport au pouvoir, mon rapport à l'argent, où je vais aller chercher l'énergie et l'aspiration pour m'engager, qui a à voir avec le système de valeurs dont je suis porteur, etc. Et ça, c'est effectivement, si vous voulez, pour moi, c'est le grand défi, c'est d'arriver à articuler cette dimension extérieure et cette dimension intérieure, donc cette dimension collective et cette dimension individuelle. Le fait que chacun entre dans ses projets avec une certaine relation au pouvoir, un certain rapport à l'argent, avec aussi peut-être des intentions liées à une histoire personnelle qui ne sont pas toujours non plus très claires ou qui n'ont pas été clarifiées, et qu'effectivement arrive un moment donné où tout ça, parce que ça n'a pas été travaillé, parce que ça n'a pas été transformé à l'intérieur de la personne, peut devenir un frein pour la continuation du projet. Et puis on peut voir toutes les utopies sociales, politiques et économiques beaucoup ont fini par capoter précisément parce que cette dimension de transformation intérieure n'était pas présente. Si j'utilise encore une fois les grands mots, Michel-Maxime Heger, ça veut dire que pour vous, l'humanité sera sauvée si tout le monde devient sage et spirituel. Alors, il ne s'agit pas de devenir parfait, il ne s'agit pas forcément d'être un sage, mais je crois que ultimement, si vous voulez, ce à quoi nous sommes appelés ou ce vers quoi nous devrions tendre, c'est vers plus de cohérence entre nos modes de vie, notre participation à un système économique et les valeurs dont nous sommes porteurs et nos dimensions d'humanité les plus profondes et les plus belles. Concrètement, Michel-Maxime Heger, pour celles et ceux qui nous écoutent, derrière leur poste de radio, dans la voiture, qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous les invitez à faire ou à être dès maintenant? Alors d'abord, je dirais que par rapport à l'état du monde et à toutes les nouvelles des médias, je les invite à une vraie démarche de lucidité. Sachant que la lucidité, c'est plus que simplement être informé. Être lucide est plus qu'être informé.
c'est vraiment entrer dans une conscience des souffrances de la Terre et de l'humanité. Et c'est-à-dire que toutes ces informations ne restent pas simplement au niveau de la tête, mais véritablement descendent à l'intérieur pour venir toucher le cœur, qui fait qu'on est à ce moment-là véritablement concerné par ce qui se passe. Et le cœur, eh bien, le cœur brûlant, qui brûle parce qu'il est blessé, parce qu'il est touché, c'est en réalité le sens même du courage et ce qui donne l'énergie justement de se mettre debout et en mouvement. Et que s'ils ressentent ces sentiments d'impuissance, de découragement, de désespoir, de tristesse, eh bien, simplement les accueillir sans jugement, les reconnaître, essayer de les exprimer et de les partager pour précisément en transformer l'énergie de négatif en positif et découvrant par là même qu'ils ne sont pas tout seuls à ressentir cela et qu'il y a d'autres personnes sur le chemin pour justement les aider à faire cette transformation. Ça, sur le plan de la lucidité, ce serait la première chose que j'aurais envie de peut-être leur proposer. Et puis, sur le plan de l'espérance, parce que c'est bien le problème, c'est-à-dire que la lucidité toute seule, eh bien, elle conduit au désespoir et qu'elle doit donc être articulée avec l'espérance. Sachant aussi que l'espérance toute seule peut conduire à une forme de vision positive du monde un peu niaise. Alors l'espérance, si vous voulez, c'est pas l'espoir, c'est pas l'optimisme. Le moteur de l'espérance, pour moi, là je parle pour moi, c'est d'entrer dans une dynamique de... Et ça, c'est là où la méditation pour moi et la prière sont vraiment des instruments pour ce chemin, de descente en soi-même, pour se reconnecter à la source profonde de mon être, c'est-à-dire au fond descendre sous les vagues extrêmement agitées du mental, agitées par l'information et l'état du monde, de descendre dans un espace plus profond, un espace de paix, qui est en fait la source de mon être et qui est en réalité la source même de la vie et de l'énergie pour me connecter à cette énergie-là et à travers ça, en fait, me connecter aussi à l'énergie de la Terre et à l'énergie du vivant, puisque c'est la même énergie qui est à la source de tout ce qui vit et de tout ce qui habite cette belle planète. On quitte Michel Maximéguer et les bords de la rivière de l'Aubonne. Michel Maximéguer qui est sociologue, éco-théologien et qui vient de créer le laboratoire de transition intérieure pour l'œuvre d'entraide Pain pour le prochain. Laboratoire de transition intérieure, c'est quoi, Evelyne ? Alors, ce laboratoire est en quelque sorte une extension des activités de Pain pour le prochain. L'œuvre d'entraide est reconnue pour ses projets qu'elle développe dans le Sud, mais aussi pour son action de sensibilisation du public suisse à une consommation plus raisonnable. Elle a aussi mené plusieurs campagnes pour que les multinationales soient plus respectueuses des droits humains et de l'environnement. Alors avec la création de ce laboratoire, il s'agit de créer un réseau d'acteurs, d'initiatives qui proposent des alternatives à notre mode de vie, à notre façon de consommer, en y associant la dimension spirituelle de l'être humain. C'est le sine qua non dont parlait à l'instant Michel Maximéguer. Merci beaucoup Evelyne pour ce dossier. On peut encore ajouter que Michel Maximéguer a publié plusieurs ouvrages sur son approche. Le dernier en date, publié aux éditions Labor et Fides, a pour titre « Soigner l'esprit, guérir la terre ». Et pour réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre portail thématique rtsreligion.ch.